Dans cet épisode, nous partons faire le tour du monde de la Haute-Marne. C'est le projet original que Théo a mené en 2021 avec l'un de ses amis et dont le récit va en inspirer plus d'un, c'est sûr. Des dizaines de rencontres que ce périple a provoquées, Théo en a forgé un engagement fort pour son département et pour la ruralité, qui, selon ses termes, a une carte à jouer dans la période post-Covid que nous vivons. Un engagement que Théo traduit en politique puisqu'il est candidat aux élections législatives de 2022 en Haute-Marne, porté par la connaissance concrète des enjeux de son territoire et l'énergie de ses 25 ans. Dans cet épisode, Théo nous fait le récit du tour de son monde, explique la genèse de son engagement politique et sa vision de ce que devrait être un député rural. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse Béton et bonne écoute. Bonjour Théo. Bonjour. J'aimerais bien, tiens, pour commencer, avant que je te pose ma première question, que tu me décrives en quelques mots la Haute-Marne, où je n'ai jamais mis les pieds personnellement. À quoi ça ressemble ? On rentre tout de suite dans le vif du sujet. La Haute-Marne, c'est un territoire à la contrée de plusieurs provinces, donc il y a plusieurs influences, il y a plusieurs architectures, plusieurs manières d'évoluer sur le territoire, plusieurs bassins de vie. C'est en tout cas un département que je trouve idéalement situé dans l'est de la France, à 2 heures en voiture de Lyon, à 2h30 de Paris, au nord de la Bourgogne. Un territoire industriel, un territoire avec une biodiversité exceptionnelle. On a un parc national, on a de l'eau, on a 40% de forêt sur le territoire. C'est un territoire très rural où il fait vraiment bon vivre et où je pense que le potentiel d'habitabilité touristique, économique, pour faire face à tous les enjeux actuels et à venir est assez énorme. Donc oui, un lieu un petit peu de tous les possibles, et on va en reparler. Alors tu en parles d'autant mieux que tu as mené un projet très original il y a 2 ans, je crois, avec un ami à toi. Vous avez fait le tour du monde de la Haute-Marne et j'aimerais que tu m'expliques un peu la genèse de ce projet. On a fait ça l'été dernier, il y a un petit peu moins d'un an. J'avais fait un tour du monde il y a 3 ans. Et là, toutes les frontières se refermaient début 2020 avec la pandémie. Et j'essaye toujours de voir le verre à moitié plein. Il y a des opportunités à saisir tout le temps, partout. J'ai tout de suite senti que la ruralité, nos campagnes françaises avaient une carte à jouer énorme, et qu'enfin elles étaient reconsidérées, remises sur une carte. On en parlait avec des mots positifs et plus négatifs. Et je me suis dit, c'est le moment. Je courais un après-midi autour de chez moi. Je courais un peu tous les jours, et c'est des moments où je pense beaucoup. Et je me suis dit, le nom est venu tout de suite. Il faut que je fasse le tour du monde, de mon monde à moi, la Haute-Marne, pour montrer que il y a pas besoin de faire 3 heures d'avion pour faire 4 jours en Grèce dans un hôtel où on fait que prendre des couchers de soleil en photo et les mettre sur Instagram, pour caricaturer évidemment, mais que on peut ouvrir la porte de chez soi et puis déjà être en voyage, si on veut bien l'accepter, si on veut bien le voir. Et donc j'ai appelé pour ça mon acolyte Johan, qui habite dans l'est du département de la Haute-Marne, et on s'est dit c'est parti quoi, c'est à 2 qu'on doit le porter, c'est à 2 qu'on va le faire, et puis on s'est lancé dans cette aventure de tour du monde de la Haute-Marne. Alors en quoi ça a consisté ? Vous êtes parti à vélo, je crois, c'est ça ? Oui, en vélo électrique. Alors tout le monde nous dit du coup, mais vous n'êtes pas des sportifs, mais c'est vrai que le vélo était un moyen. On s'est dit, on veut faire ce tour de la Haute-Marne. Quel moyen de transport peut nous permettre de le faire le mieux possible. Le mieux possible, c'est-à-dire, puisqu'on partait à la rencontre de porteurs de projets, de ceux qui font la Haute-Marne. Le but, c'était pas d'arriver tout transpirant et tout puant auprès d'eux. C'était d'arriver aussi disponible et pas fatigué. C'était aussi de pouvoir saisir des opportunités quand on voit quelque chose.
au bord d'un chemin ou de la route, de pouvoir s'arrêter tout de suite, de pas être encombré, de parler aux gens, de sentir aussi, de respirer ce qu'est la Haute-Marne. Et donc on s'est dit que le vélo électrique était le meilleur des moyens de transport. Et en fait, ça a consisté en trois objectifs. Un très personnel, qui est de mieux connaître notre département. J'avais 24 ans à l'époque, Johan 31. Je connaissais peut-être mieux certaines parties d'autres parties de la France ou d'Asie que la Haute-Marne, et Johan connaissait certainement mieux l'Argentine que la Haute-Marne. On s'est dit, c'est pas normal. Notre département, c'est nos racines. C'est ça qui nous a fait grandir, c'est ça qui nous nourrit. Donc c'est en étant le plus jeune possible qu'il faut l'appréhender, le comprendre et puis s'en nourrir. Donc voilà, le premier objectif, mieux connaître, nous personnellement, notre département. Deuxième objectif, montrer que le voyage il débute en bas de chez soi. Qu'un tour du monde à l'échelle d'un département, il y a aucune honte, il y a aucune gêne à avoir. Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas des moyens financiers de prendre l'avion tous les 4 matins et de faire le tour du monde qu'on ne peut pas voyager, être un aventurier, un voyageur. Donc ça, c'était un objectif à l'échelle plus nationale, quoi, essayer d'inspirer les jeunes générations et de montrer que le voyage débute en bas de sa porte. Et puis l'objectif principal à l'échelle plus locale, c'était de redonner de la fierté aux Marnais. On nous dit qu'on est un peuple de taiseux, un peuple un peu bâtard, où le Nord et le Sud ne communiquent pas ensemble, où le Nord devrait plutôt être dans la Marne, le Sud devrait plutôt être dans la Bourgogne, où il faudrait presque refaire une guerre pour recouper la Haute-Marne et redonner des bouts à tous les autres départements. Alors, peut-être que nos influences viennent de Bourgogne, d'autres de la Marne, d'autres de Lorraine. Peut-être, en tout cas, ça fait plus de 270 ans que c'est comme ça. Je considère qu'encore une fois, il faut voir le verre à moitié plein et que la Haute-Marne, finalement, c'est une cartographie de la France entière à l'échelle d'un département. Et que c'est un atout et que ça doit être une fierté. Et donc, on n'est pas des ploucs, on n'est pas des bouseux et on doit être fier parce qu'on a tout. On a des histoires, on a des récits, on est le berceau de la littérature francophone. On a tout ça pour recréer une identité, un récit, un destin commun, et que les gens puissent, face à la crise démocratique et de l'engagement, croire de nouveau en quelque chose, être fiers d'où ils sont, et puis se réengager. Voilà les trois objectifs principaux de ce tour du monde de la Haute-Marne. Combien de temps ça a duré ? Ça a duré 30 jours. J'avais fait démissionner Johan de toutes ses activités en lui disant quand on fait les choses avec le cœur et les tripes, il y aura forcément des belles choses qui arriveront après. Donc faisons ce tour et nous verrons par la suite. Mais il m'avait dit d'accord, mais voilà, faut pas que ça dure non plus 6 mois parce qu'à un moment il faut bien pouvoir travailler, se nourrir et puis vivre. Mais donc on a fait 30 jours et c'était introductif. Il y a des gens qui ont été un petit peu frustrés. Vous n'êtes pas passé là, vous n'êtes pas venu nous voir. On considère que on ne peut plus positif parce que ça veut dire qu'il y a trop de choses en Haute-Marne pour le balayer en un mois, quoi. Donc c'était vraiment introductif et donc oui, on a fait 31 jours au total. Et vous dormiez où en fait, dans votre vadrouille ? On avait levé un petit peu d'argent puisque on a eu une couverture médiatique intéressante. On allait partout, dans tous les villages, chez tous les porteurs de projets. Donc on s'est dit on va essayer de fédérer des partenaires autour de nous pour se faire une petite poche financière. Un, pour louer les vélos, acheter le matériel, et ainsi de suite. Et puis 2, pour payer une nuit ou un repas si jamais. Et en fait, ce qu'on espérait est arrivé, bien plus, au-delà de nos espérances finalement. On a été accueillis, nourris, hébergés, gracieusement, gratuitement, avec un accueil absolument extraordinaire partout. Que ce soit chez les porteurs de projets, de temps en temps on a dormi chez les maires des communes, au sein de familles qu'on a un petit peu partout sur le territoire, dans des gîtes, dans des hôtels quand il y avait des histoires à raconter. Langres, la ville de Langres a encore en activité le plus vieil hôtel de France,
qui est un hôtel depuis 1572, il me semble, l'hôtel de la Poste. Donc là, ça nous paraissait on ne peut plus pertinent de séjourner là-bas pour le mettre en avant. Donc voilà, on dormait un petit peu partout. C'est génial comme projet, j'adore. Moi, je trouve que ça va donner plein d'idées à plein de gens. Alors, vous avez écrit, c'est ça? Tous les jours, vous écriviez le compte-rendu de vos journées? Comment ça se passait? Oui, alors c'est vrai que c'était assez intense et bon, pour nous taquiner, certains ont dit qu'on s'est fait des belles vacances aux Marnaises, que c'était, mais on se sentait vraiment pas en vacances. C'était, on était porté par une mission. Et ça a été physiquement difficile parce qu'on a eu un été assez pourri et où il pleuvait beaucoup, il y avait énormément de vent, il faisait froid, donc c'était pas l'idéal. Et puis psychologiquement, c'était un marathon. C'était 6 à 7 porteurs de projets rencontrés chaque jour, où il faut arriver, être disponible, les écouter, les comprendre, partager, prendre des notes, prendre des photos, le soir retranscrire le tout dans un article heure par heure qui récapitule notre journée, qui était posté sur notre site internet, extraire aussi les meilleurs moments ou en tout cas des choses insolites ou qu'on a sélectionnées pour l'envoyer à notre journal local, le journal de la Haute-Marne, avec qui on avait fait un partenariat et où on avait une rubrique quotidienne. Et puis ensuite, aider à la cuisine, aider à la préparation de nos chambres, nettoyer notre matériel et faire des lessives tous les 2-3 jours, anticiper ça, faut que ça sèche le lendemain. Donc c'était assez prenant et oui, du coup on l'écrivait au jour le jour sur notre blog, sur les réseaux sociaux et à travers le journal de la Haute-Marne. Qu'est-ce que tu as appris de ce projet? C'est des aventures de vie qui sont incroyables. Qu'est-ce qu'on en apprend? On en apprend déjà beaucoup sur nous, sur nos envies, nos capacités, on se sent vivant quand on fait un projet comme ça et c'est bien de temps en temps de le faire. Alors moi, je suis obligé de le faire tous les jours, de me sentir vivant tous les jours et de me rendre utile tous les jours, mais c'est bien de temps en temps que ça se matérialise comme ça et que finalement c'est un projet qui nous a dépassés. Qu'est-ce que ça m'a prouvé d'autre que la Haute-Marne est un territoire absolument riche et je me dis qu'heureusement que la Terre est ronde. Comme ça, quand on fait le tour de cette terre, on revient finalement à la maison. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a absolument tout. Donc oui, finalement, j'ai redécouvert la Haute-Marne que j'ai déjà beaucoup parcouru, sur le dos de mes parents quand j'étais plus jeune. Mais quand on est adulte, avec un œil différent, finalement, on se réapproprie les choses. Donc j'ai réappris que la Haute-Marne était très riche, que la France était très belle, qu'on a des gens qui sont absolument formidables, que les associations sont primordiales sur des territoires ruraux, qu'on a une carte à jouer actuellement. J'ai appris tellement de choses et qui sont encore en train de mûrir en moi et qui ressortiront peut-être à différentes échelles plus tard, mais c'était très riche. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui te revient? Est-ce qu'à un moment donné de ce voyage, tu t'es dit non mais c'est exactement pour ça que je devais faire ce tour de la Haute-Marne? Pour tous ces gens qui nous voient arriver, qui sont fiers, et en même temps qui sont presque gênés. On est un département ou une micro-région où en fait chacun fait ses petites choses. Il y a tout un tas d'associations, mais notre pays, c'est notre village. On appelle notre pays vraiment notre village. Et ça en dit beaucoup sur la représentation qu'on se fait de notre monde et venir voir tous ces gens, les appeler par leur prénom, leur dire du coup qu'ils existent et qu'ils font partie de quelque chose de plus grand que leur propre personne, leur dire que ce qu'ils font c'est bien, que en fait ça rallume une flamme et on s'est senti on ne peut plus pertinent et très rapidement, parce que très rapidement ça a permis de voir que des gens se reconnectaient entre eux, des associations entre elles, des porteurs de projets entre eux, qu'on faisait des traits d'union, des connexions, qu'on créait des synergies sans le vouloir même.
Et, euh, et ça a porté ses fruits à plusieurs reprises et de voir des gens qui nous remerciaient de venir, que la jeunesse s'engage et qui disaient que voilà, ben, peut-être qu'ils allaient baisser les bras avec leur projet ou leur assaut dans pas longtemps parce qu'ils commencent à être fatigués, usés, et qu'en fait ça leur donne envie de refaire 3-4 ans de plus et puis de se dire il y a encore des jeunes, je vais essayer de trouver quelqu'un qui va reprendre le flambeau et donc et je suis presque ému de dire tout ça parce que c'est vrai que c'est notre territoire et oui on s'est tout de suite senti très utile, très très utile. Tu disais tout à l'heure, le monde rural a une carte à jouer. Qu'est-ce que tu entends par là? Très concrètement, pendant le Covid, une chose toute bête, pendant que certains étaient à 3, 4 dans 30 mètres carrés dans une tour d'immeuble ou dans une résidence, en tout cas, ben nous, pas tout le monde à la campagne. Il y a aussi des villes moyennes avec des quartiers, des immeubles, mais la plupart d'entre nous avions un jardin, un bout de jardin, une maison en tout cas où on pouvait évoluer. Ben, d'un coup, l'échelle du pays, mais du pays, la commune, le bassin de vie, la micro-région naturelle, et ben reprenait tout son sens et d'un coup on s'est dit ok, ben, en fait on est chanceux. Alors que habituellement on peut se dire on n'a plus de médecins, on n'a plus de train, on n'a plus de services publics, on n'a plus grand chose pour se divertir. On est les mal aimés, les malchanceux, les oubliés. Et ben là, d'un coup, on est les chanceux. On est les chanceux, évidemment, les choses les plus vitales. Notre jardin, notre eau, nos forêts, notre espace, la nature, la verdure, le chant des oiseaux, un air respirable, pas trop pollué. Et ben c'est ça les socles de notre vie humaine. Et en fait, c'est chez nous. Alors je suis absolument pas pour opposer la ville à la campagne, mais d'un coup au moins ça nous a permis de réexister. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, il faut pas que ça fasse un pchit, bien que la vie ne soit que des cycles et peut-être que dans 50 ans il y aura de nouveau une fuite vers les villes, je n'en sais rien, en tout cas on a une carte à jouer actuellement et oui, la ruralité dépend totalement des villes, mais la France c'est la ruralité, la France c'est nos campagnes. Donc les villes se sont développées, mais il faut pas oublier grâce à quoi, avec qui et qui est-ce qui les alimente encore en énergie, en aliments et en bien d'autres choses. J'aimerais qu'on fasse un retour en arrière. Tu termines avec Johan votre tour de la Haute-Marne. On est à la fin de l'été 2021. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Déjà, on se repose un petit peu. Ouais, je veux bien le croire. Voilà, on se repose un petit peu, on réfléchit à la suite, puisqu'on s'était dit, en fait, dans nos territoires, on nous dit souvent que les jeunes, quand ils sont diplômés, qu'ils ont de l'envie, de l'ambition, ils partent dans les grandes villes. Et comme nous, notre plus grande ville, c'est un peu plus de 20 000 habitants, ben ça, ils partent dans des plus grandes villes, Dijon, Troyes, Nancy, Paris, Lyon. Donc on les perd. Ceux qui restent n'ont pas trop d'envie, pas trop d'ambition, n'aiment pas trop leur territoire. Voilà, donc en gros, il y a plus de jeunes. Il y a plus de jeunes. Nous, on s'était dit, ben c'est faux. On a vu à travers ce tour de la Haute-Marne qu'il y en avait, qui étaient ambitieux, qui pouvaient être diplômés, même si les diplômes ça fait pas tout et ça fait peut-être même presque rien. En tout cas, il y a cette jeunesse qui veut s'engager, qui est là. Donc on s'est dit, ben on va trouver notre place. Et puis bon ben finalement on n'a pas trop trouvé notre place. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on nous a fait comprendre que qu'on avait pris un petit peu la lumière avec ce tour et que ben voilà, on retournait dans l'ombre et puis on reviendrait un petit peu plus tard. Il y a d'autres enjeux, il y a d'autres personnes, il y a d'autres intérêts. Donc on s'est dit mais mince, il y a un peu un double discours quoi. Et nous-mêmes qui souhaitons nous investir ici, qui pensons avoir une bonne vision, une énergie, une envie, et ben on va devoir être contraint de partir encore. Non pas parce qu'il n'y a pas de boulot en Haute-Marne, dans la restauration ils recrutent beaucoup, dans l'industrie, mais c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on souhaite faire.
On s'est dit, mince. Et ça a créé en moi, moins en Johan, qui lui a trouvé un travail dans une communauté de communes, de m'engager finalement. Et du coup, je me présente pour être député de la Haute-Marne. La Haute-Marne est coupée en deux. Il y a un député au nord du département et dans le sud. Et moi, mon bassin de vie, c'est le sud du département. Et donc, je me présente pour être député de ce département en juin. Avec une étiquette politique ? Non, alors à l'échelle nationale, finalement, c'est assez visible, encore plus sur des territoires ruraux comme la Haute-Marne. Il y a une abstention record. Il y a un vote des partis dits extrêmes record aussi, et qui sont symptomatiques, qui caractérisent un ras-le-bol. Les gens sont à bout de souffle. Ils ne croient plus en rien, ils sont désengagés, dépolitisés, et je considère que c'est à nous, candidats et les élus, de trouver comment réintégrer ces personnes à la politique. Qu'on le veuille ou non, la politique, c'est ce qui régit absolument tout. Nos routes, nos maisons, nos forêts, nos entreprises, notre agriculture. Donc, est-ce que quand on en est dégoûté, on doit s'en reculer, ou est-ce que, au contraire, on doit s'en investir en se disant, la politique, c'est pour moi, ça m'impacte tous les jours. Donc si je n'en suis pas satisfait, je dois pas m'en écarter. Ça ne fera que s'empirer. Je dois m'investir. Et donc, je considère que en Haute-Marne, il y a tellement un ras-le-bol, les gens sont tellement éloignés de la politique, tellement dégoûtés, que c'est irresponsable de prendre un parti politique. Sans politique ne veut pas dire sans vision, sans projet. Ça veut dire qu'on est tous dans le même bateau et qu'il faut en fait refédérer les gens. Demain, arriver avec un parti politique, c'est se voir fermer la porte et presque se faire insulter. Je ne me reconnais dans aucun des partis. Je ne me suis reconnu dans aucun des partis proposés lors de l'élection présidentielle. On est rentré dans une politique spectacle, et je considère qu'il faut vraiment réincarner, qu'on ait des députés ruraux qui défendent la ruralité, et qui puissent être jeunes, qui n'opposent pas la ville à la campagne. Donc je me dis vraiment que mon projet transpartisan, transgénérationnel, c'est ce qu'il faut pour la Haute-Marne. Il faut que la Haute-Marne puisse être située sur une carte, il faut qu'elle se batte, il faut qu'elle soit fière. Et m'engageant en Haute-Marne, puisque le député a aussi un enjeu national, je m'engage pour tous les territoires ruraux français. Il faut recréer une génération de députés engagés pour les territoires ruraux. C'est pas parce qu'on arrive à Paris qu'on doit se fondre dans la masse parisienne, devenir citadin, être dans les ors de la République et d'un coup devenir hors sol. Et c'est pas non plus parce qu'on a, le député rural, ça doit pas être juste un fort accent. Quand je vois, prenons l'exemple de Jean Lassalle, c'est le député rural par excellence. Quand on parle de député rural, c'est Jean Lassalle qui ressort. C'est quelqu'un qui peut être moqué par son accent en disant on comprend rien. Non, en fait, la ruralité, ça peut être des gens qui portent très bien le costume 3 pièces, qui peuvent aller toquer et faire pression au siège de la SNCF pour dire que vous allez peut-être nous remettre un petit peu des trains et arrêter de nous laisser dans une situation proche de la honte, et puis qui le lendemain rechausse ses bottes et puis va au milieu de terres agricoles, et puis se lève à 6h30 pour aller faire la traite, et puis se déplace en vieille mobilette Motobécane 88 de mon grand-père dans les villages à côté. Enfin, voilà. Il faut réimpulser une dynamique. Et donc oui, je me bats pour la Haute-Marne et je me bats pour tous les territoires ruraux, parce que c'est ça la France. Quelles sont les priorités dans la défense de la Haute-Marne ? Tu parlais de transport. Quels sont les enjeux en fait pour ton département ? C'est ça qui est complexe. Quand je dis il faut pas être député de tout et de rien, finalement, vouloir être un député qui porte les sujets de la ruralité, c'est quand même porter énormément de choses. Et tout est lié. J'intégrerai la commission développement durable et aménagement du territoire, d'autant plus pour ce terme aménagement du territoire, puisque c'est ce qui fait tout dans nos territoires ruraux, parce que il y a encore une cohérence, on fonctionne encore en bassin de vie, et tout n'a pas été bouffé par des chaînes qui sont installées, je citerai pas mais des fast-food ou ainsi de suite, où on envoie à chaque carrefour avec des zones commerciales et ainsi de suite. On a encore des spécificités, un savoir-faire des artisans, et donc l'aménagement du territoire,
Je considère que c'est ce qui doit nous motiver, nous obséder jour et nuit. C'est l'aménagement du territoire, c'est où est-ce qu'on met nos hôpitaux pour pouvoir soigner le plus de monde, où est-ce qu'on installe nos médecins, comment est-ce qu'ils viennent. Donc l'aménagement du territoire, c'est la mobilité, c'est comment garder les jeunes sur le territoire. Donc c'est les accès au logement, parce que bien souvent on a des maisons dans nos villages qui sont certes pas chers, mais où il y a beaucoup de travaux de rénovation à faire dedans, et ça peut parfois faire peur. Et en même temps, dans nos villes moyennes, les meublés, les petits studios qui correspondraient bien à un jeune célibataire ou en couple, ben il y a une forte concurrence, une forte pression, et c'est assez cher. L'aménagement du territoire, c'est où est-ce qu'on met notre industrie, c'est où est-ce qu'on met notre agriculture, c'est comment est-ce qu'on gère nos forêts. Donc en fait, c'est tellement vaste. Si je devais cibler par contre des sujets cruciaux qui reviennent dans la bouche de tous les Haut-Marnais quand je les rencontre, c'est la santé, c'est la mobilité. Et après le pouvoir d'achat évidemment, mais ça quand on voit que on peut plus se déplacer avec nos voitures parce que ça coûte le fuel coûte très cher, le gazole, et qu'on peut plus chauffer notre maison parce que pareil le fuel coûte très cher. Ça il y a un vrai problème, il y a un vrai problème. Qu'est-ce que tu préfères dans cet exercice de campagne électorale? Ben en fait, je continue ce tour du monde de la Haute-Marne. Mais je ne suis plus le petit jeune naïf qui est sur son vélo et qui va parler des beaux projets, de tout ce qu'il y a de beau en Haute-Marne, et qui oublie ou qui ne se rend pas compte de ce qu'il y a d'alarmant, d'inquiétant, de problématique. Je vais prendre un exemple. Quand on habite dans un immeuble, notre voisin de palier, presque on ne le connaît pas. Il habite à 3 mètres de chez nous, mais on ne sait pas qui c'est, on ne le connaît pas. Si demain il lui arrive quelque chose, je caricature, hein, mais ça ne nous fera presque rien. Alors que si c'est un membre de notre famille à qui il arrive quelque chose, ça nous touche au plus profond de nous. Et ben aujourd'hui en Haute-Marne, j'ai l'impression qu'on est dans cet immeuble. On est tous proches, on a tous des choses en commun, on a tous tout à voir et tout à créer ensemble. Et en fait, malgré notre proximité, malgré toutes les synergies et toutes les choses qu'on a en commun, et ben rien ne se fait. On est un peu reclus sur nous-mêmes parce qu'on nous a dit qu'on était des ploucs, qu'on était des bouseux, on nous enlève nos trains, on nous enlève nos médecins. Voilà, on est un peu les oubliés. Et je caricature encore une fois, hein, il y a beaucoup de choses positives, mais c'est pour comprendre l'image. Le tour du monde de la Haute-Marne a permis qu'on dise, ben non, en fait, vous appartenez à un tout. Ce tout, c'est la Haute-Marne. En Haute-Marne, il y a ça, il y a ça. Il y a cette météorite martienne qui est tombée à Chassigny en 1815 et qui fait que maintenant, une météorite martienne, elle s'appelle une chassinite. Et ben, c'est le nom du petit village de Haute-Marne où il y a quelques petites centaines d'âmes, et où cette météorite est présente dans tous les musées de la planète, à New York, à Londres, à Paris. C'est le passé sidérurgique et industriel, c'est 40% de forêt, c'est le poumon vert français, c'est la plus grande réserve protégée de toute l'Europe, c'est le département des Lumières, c'est Denis Diderot, c'est Charles de Gaulle, c'est Louise Michel, c'est les frères Goncourt. Et en fait, vous en êtes les héritiers. Et donc, vous en êtes maintenant les garants et les responsables. Donc, demain, votre voisin de palier, ben, en fait, il lui arrive quelque chose, vous vous en fichez. Ben non, en fait, si demain, il arrive quelque chose à votre voisin, si on vous enlève un train, si on vous enlève un hôpital, et ben, en fait, c'est vous qu'on attaque, c'est vous qu'on touche. Et donc, vous allez vous battre. Je suis persuadé qu'à court, moyen et long terme, c'est comme ça qu'on ramènera les gens. Il faut leur rendre de la fierté. Et demain, ben, c'est ça qui fera qu'ils se mobiliseront, qu'ils se réinvestiront et qu'ils diront, ben non, il n'y a pas de fatalité, on va se battre. Alors, l'Es Béton s'adresse aux citadins qui ont le projet d'aller vivre à la campagne. Est-ce que tu aurais un conseil à leur adresser? Bah, déjà qu'ils viennent en Haute-Marne, pour sûr. Je suis obligé de... Zut, j'aurais dû le prévoir. Non, mais un conseil... j'ai rencontré tellement de personnes qui, totalement par hasard, sont sorties de l'autoroute parce qu'ils ont vu une belle pancarte sur Langres, par exemple, et qui sont tombés fous amoureux et qui habitent à proximité depuis 30 ans, et alors qu'ils habitaient en Italie, qu'ils habitaient je ne sais où. Donc, il faut faire mûrir la réflexion, il faut venir plusieurs fois, il faut qu'on puisse se projeter sur où est-ce que je veux mes racines,
où est-ce que je veux m'enraciner. S'enraciner, ça veut pas dire ne plus bouger, mais où est-ce que je veux vraiment faire ma vie. Et voilà, il faut venir sentir le pouls et il faut venir voir si ça correspond, si ça plaît, si c'est des choses intangibles, inqualifiables, mais il y a une âme encore, il y a une identité, il y a quelque chose qui se passe dans nos campagnes et il faut pouvoir le sentir, y être bien. Et puis après, on peut aussi venir, ne pas être satisfait, repartir. Enfin, c'est le propre de l'être humain. Heureusement qu'on peut se mouvoir, qu'on peut décider, qu'on peut trancher, mais voilà, prendre le temps de faire mûrir sa réflexion et en tout cas se dire qu'effectivement la vie est ici, la vie est en Haute-Marne, la vie est dans nos campagnes et il y a tout à créer, il y a tout à construire. On peut avoir des métiers hautement qualifiés et trouver sa place dans la ruralité. On peut bien gagner sa vie, on peut être heureux, on peut bien élever ses enfants, on peut bien vivre, on peut bien se divertir, on peut aller à l'opéra, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, on peut voilà. Et puis se dire aussi on est dans une réindustrialisation de la France avec quand même voilà l'indépendance énergétique, alimentaire, le développement durable comme colonne vertébrale, mais je veux dire il y a une énorme carte à jouer, et notamment dans des territoires comme la Haute-Marne où il y a des technologies de pointe, mais de pointe à échelle française, à échelle européenne et à l'échelle mondiale. Donc voilà, venez vous investir ici, et s'investir dans la ruralité, c'est pas juste avoir un brin de paille dans la bouche, un chapeau de paille et puis être tranquille dans une ferme toute la journée, quoi. C'est plus du tout ça la ruralité. J'ai vu pendant ce tour du monde de la Haute-Marne que j'ai fait l'été dernier tout un tas de porteurs de projets, mais qui font en fait le service public actuellement. Nos services publics traditionnels ont disparu, et c'est des gens qui viennent du territoire ou d'ailleurs qui s'installent et qui créent des nouveaux modèles de société, de vivre ensemble, d'économie, de partage, et qu'on pourra appeler tiers-lieu, mais dans tiers-lieu on met tout et on met rien, mais qui recréent en fait des choses sur nos territoires exceptionnelles. Et donc venez expérimenter, venez nous enrichir humainement, psychologiquement. On a besoin en fait aussi de vous, parce que l'un sans l'autre on n'est rien, et je pense qu'il faut recréer le trait d'union entre les gens, entre l'urbain et le rural, entre les associations, entre le privé et le public. Voilà, ça manque de trait d'union, et je pense que c'est dans la campagne, lieu de tous les possibles, où on peut recréer toutes ces synergies, et les gens des villes entre guillemets ont toute leur place et font partie de ce destin et ce projet, quoi. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérer des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.